Donc, durant le stage, je devais développer une plateforme où il devait visualiser des données, mais avec plus avec JavaScript, donc avec du code. Donc, c'est là-bas que j'ai découvert le milieu de la data, principalement la visualisation. Je me dis, ah, c'est intéressant, donc j'ai commencé par fouiller, et c'est là-bas que j'ai découvert des outils comme Power BI, comme les outils de Microsoft en général. Je me suis lancé dedans, je me suis lancé sur LinkedIn, et j'ai vu que il y a beaucoup de demandes, ce qui m'a un peu poussé à me lancer en freelance. Et je suis actuellement je suis dans une boîte aussi qui est à Londres, mais j'avais commencé par là à suivre des cours sur LinkedIn Learning. Et en même temps, il y a aussi la plateforme de Microsoft Learn qui c'est une plateforme qui a il y a beaucoup de cours assez gratuits sur cette plateforme. Donc j'essaie de suivre des vidéos donc en quelque sorte je me suis auto-formé. Je suis pas allé payer une formation quelque part ou j'ai eu à payer une formation sur Udemy que j'ai pas trop apprécié en data engineering. Que j'ai pas trop aimé. Donc j'ai laissé sur LinkedIn. En fait, sur LinkedIn, moi je me dis que actuellement, même si je perds tous mes abonnés ou bien je n'ai plus d'abonnés, je n'ai plus de relations, il me suffirait de juste 6 à 8 mois pour pouvoir gagner tout ce que j'ai actuellement en fait. Parce que sur LinkedIn, ce que moi j'avais, avant de commencer, j'ai eu à suivre des vidéos sur YouTube et autres, pour voir comment ça marchait un peu. Et ce que les gens disaient, c'est que dans un premier temps, par exemple, si tu crées ton compte LinkedIn, tu as zéro abonné, tu n'as pas de relation. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, il faut optimiser ton profil. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et Success Story Data. Comme on a l'habitude, aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité. Il s'appelle Trésor Adossi. Vous allez découvrir à travers son parcours, à travers ses différentes expériences, à quel point on peut être brillant, à quel point on peut être intéressant, même en étant étudiant. Bonjour Trésor et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Émilie, non, c'est un plaisir pour moi. Je suis très content d'être parmi vous ce soir et ensemble on va essayer de discuter par rapport à la thématique du jour. Voilà. Donc Trésor, pour démarrer, et déjà il faut savoir que la thématique du jour, c'est comment se démarquer quand on est un junior dans la data. Donc c'est la thématique du jour. On va l'aborder de fond en comble. Mais avant de parler de ce thème-là, Trésor, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont te découvrir dans ce podcast? D'accord, donc mon petit nom c'est Trésor et mon nom de famille c'est Adossi. Je suis togolais et actuellement je suis étudiant, je suis en cycle ingénieur, je suis en bas plus 4 et Inch'Allah l'année prochaine j'aurai mon diplôme d'ingénieur. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller checker mon profil sur LinkedIn. Et je fais mes études en ingénierie, comme j'avais dit, ici au Maroc. Donc, voilà un peu mon parcours. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'intitulé de tes études aujourd'hui? C'est quoi exactement, c'est quoi enfin, la spécialité dans ton cycle ingénieur? Bon, la spécialité, c'est Big Data et IA. Big Data Ok, et intelligence artificielle. d'accord. Et pourquoi avoir choisi le Maroc enfin, pour te spécialiser dans l'IA et la data? Donc, bon, pour, pour te dire vrai, dans un premier temps, c'était pas mon choix. Après mon bac, j'ai eu un bac scientifique au pays, j'ai eu un bac C. Donc, l'objectif, c'était de partir au Canada. Mais l'État togolais avait lancé une bourse à l'époque. Donc, j'ai postulé à la bourse et j'ai été pris. Donc, j'étais obligé en quelque sorte de venir continuer les études ici au Maroc. Et donc, mais depuis que je suis là, je trouve vraiment que le Maroc, actuellement, ils ont un niveau assez élevé et il y a beaucoup de pratiques. C'est comparé aux pays où c'est pas vraiment évident. Mais ici, quand même, il y a, dans le domaine de la data, c'est vrai que la data n'est pas encore assez développée ici, contrairement aux pays occidentaux. Mais quand même, ils sont sur de bonnes voies. Les cours sont bien transmis. D'accord. Et j'imagine du coup qu'il y a une communauté togolaise également au Maroc avec qui tu peux du coup te retrouver euh, après les cours Ouais, ou même bien durant les cours. évidemment, bien évidemment, il y a une communauté ici. Il y a beaucoup de Togolais ici, hein. Déjà dans ma ville, nous dépassons plus de 100 étudiants ici à Rabat. Donc, D'accord. on organise des activités, on se retrouve de temps en temps. Et donc voilà, c'est plaisant quand même.
Après, je connais pas le Maroc, mais est-ce que tu peux juste nous dire pour les personnes qui vont être intéressées par l'école dans laquelle tu es, par le coût de Ok, vie, est-ce que tu peux donner une estimation et aussi présenter un peu c'est quoi l'école dans laquelle tu fais tes études? ok. Moi, je suis dans une école privée. Je suis à l'IEGA. Donc, à l'IEGA, c'est une école d'ingénierie et de management. Donc, pour mon cycle, je suis dans un cycle ingénieur. Donc, le cycle ingénieur, c'est composé de classes de 2 ans de classe prépa. Donc, vous allez faire 2 ans de classe préparatoire après 3 ans de classe d'ingénieur. Donc, comme je l'avais dit, je suis dans ma quatrième année. Mhm. Et concernant le coût de vie ici, je pense que, bon, je peux le comparer ça, pour comparer ça au pays, c'est un peu plus élevé. Par exemple, ma chambre, on a pris un appartement à 2500 dirhams. 2500 dirhams, ça fait combien déjà? Euh, plus de Oui, 180 000 comme ça. d'accord. 180 000 francs CFA comme ça. Donc voilà un peu. Et en tout cas, je pense que c'est un peu plus élevé que le pays, mais Mhm. moins élevé que la France. Puisque j'ai des camarades aussi qui sont en France, donc on essaie de faire les calculs et je pense que le coût de vie est plus élevé en France qu'ici au Maroc. Et j'imagine encore plus, encore moins qu'au Canada, du coup. Oui, encore moins qu'au Canada, justement. D'accord. Du coup, ça fait combien de temps déjà que tu es au Maroc? Euh, Euh, 4 ans, 4 ans. Je suis dans la ok, quatrième année. donc tu es arrivé pour ta première année et tu avais déjà 4 ans. Oui, Et ce qui est justement. intéressant, c'est que tu as réussi à t'intégrer au Maroc au point de commencer du coup en plus de tes études, à travailler dans le Oui, milieu de l'informatique. Donc c'est un peu ça. justement. Est-ce que tu Oui, peux justement. parler un peu plus de cette expérience-là? Ah, d'accord. Bon. Euh, donc, quand je suis arrivé ici au Maroc, mes 2 premières années, sans vous mentir, je ne faisais rien du tout. Je ne faisais rien. C'est-à-dire, j'étais un peu nonchalant. Mais j'avais à mes côtés un de mes colocs, il était beaucoup passionné par l'informatique. Et c'est lui qui m'a à peu près initié au domaine. Et une fois que j'ai découvert le domaine, dans un premier temps, j'étais plus intéressé par le développement informatique. Donc, je faisais tout ce qui est du code en Java principalement et puis bon, avec le framework Spring Boot. J'ai même eu à faire un stage l'année passée dans une boîte ici à NG6, c'est une boîte assez populaire ici au Maroc. Donc, j'ai fait mon stage en développement là-bas. Donc, durant le stage, je devais développer une plateforme où il devait visualiser des données, mais avec JavaScript, donc avec du code. Donc, c'est là-bas que j'ai découvert le milieu de la data, principalement la visualisation. Je me dis, ah, c'est intéressant. Donc, j'ai commencé par fouiller. Et c'est là-bas que j'ai découvert des outils comme Power BI, comme les outils de Microsoft en général. Je me suis lancé dedans. Je me suis lancé sur LinkedIn et j'ai vu que il y a beaucoup de demandes, ce qui m'a un peu poussé à me lancer en freelance. Et actuellement, je suis dans une boîte aussi qui est à Londres, mais ils sont principalement basés au Sénégal. Donc, on fait des missions ensemble aussi. Je Donc, sais voilà un qu'il y a peu. plein de personnes qui vont être intéressées par cette partie-là. Euh, cette partie de travailler depuis le Maroc pour une Ouais, entreprise qui est basée à Londres. Cette partie où en même pas une année, tu t'es familiarisé à l'environnement de la data analyse, alors qu'à la base, tu travaillais plutôt dans le milieu du développement web. développement, oui, Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont déjà se demander comment est-ce que tu as fait pour monter en compétence dans la data et particulièrement dans la data analyse. D'accord. Comment j'ai monté en compétences? Il y a beaucoup de plateformes. Je dis, bon, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de ressources qui sont gratuites sur le web. Donc, du coup, en fait, grâce à mon école, on a en quelque sorte un partenariat avec Microsoft qui nous donnait accès à la plateforme de LinkedIn Learning. Donc, j'avais commencé D'accord. par là à suivre des cours sur LinkedIn Learning. Et en même temps, il y a aussi la plateforme de Microsoft Learn c'est une plateforme il y a beaucoup de cours assez gratuits sur cette plateforme. Donc, j'essaie de suivre des vidéos donc en quelque sorte, je me suis auto-formé. Je suis pas allé payer Hmm. une formation quelque part ou, j'ai eu à payer une formation sur une demi que j'ai pas trop appréciée en data engineering. J'ai pas trop aimé. Donc, j'ai tout de suite laissé l'option là et je me suis auto-formé souvent sur des vidéos sur YouTube. Et à côté aussi, j'ai préparé en même temps les certifications parce que quand je prépare les certifications, ça me permet d'apprendre en même temps et à la fin, je passe la certification. Donc, c'est ce que je faisais. Si j'étais intéressé par exemple, quand je me suis intéressé à Power BI, je me suis dit, ah, je vais préparer la certification en même temps. Et durant la préparation, j'apprends beaucoup de choses et à la fin, j'ai la certification aussi. Donc, c'était un peu ce que je faisais pour monter en compétences.
D'accord. Et d'où t'es venue l'idée de prendre des certifications? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà pris connaissance de l'intérêt des certifications quand on est junior? Est-ce que tu avais déjà commencé à postuler et tu voyais un peu les offres d'emploi avec les demandes de certification? D'où t'es venue cette idée-là de te certifier quand tu te formais dans la data? Je peux dire que bon, c'est grâce à LinkedIn, hein, puisque je voyais sur LinkedIn, il y avait des personnes qui faisaient des posts. Ils disaient que si tu es junior, si tu dois te démarquer, tu dois avoir des certifications, tu dois avoir ton portfolio et autres. Et je voyais beaucoup de posts de ce genre. Donc je me suis dit, ah, pourquoi ne pas passer les certifications? Ça serait un gros plus pour moi. Et quand je réfléchissais, je me disais, ah, puisque à la fin, il y aura beaucoup de diplômés avec mes promotionnels, mais qu'est-ce qui fera la différence entre nous? Monsieur, la certification, c'était le moins idéal. Et je me suis tout de suite lancé dans l'obtention des certifications. C'était comme Bah, ça. tu vois, là, on rentre déjà dans le thème qui est comment se démarquer quand on est un junior. Yeah. Donc, effectivement, tu as déjà parlé d'un premier point et que tu as retrouvé sur LinkedIn à travers les posts des personnes qui sont, je pense, experts ou assez confirmés dans la data. Bah, du Justement. coup, tu as parlé de la thématique des certifications. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, c'est bien une certification, mais comment savoir laquelle il faut préparer, sachant qu'il y en a énormément dans la data. Comment savoir également, enfin, après, ça coûte aussi, ce n'est pas gratuit comme les formations Justement. qu'on peut retrouver. Voilà, donc comment tu fais le choix en fonction du coût et des outils que tu veux apprendre? Ouais, comme tu as dit justement, il y a plusieurs certifications qui sont disponibles en ligne, mais c'est pas toutes les certifications là qui sont, disons, reconnues ou bien qui ont de la valeur sur le marché de l'emploi. Il y a des plateformes qui donnent des certifications gratuitement, par exemple Coursera et autres. Mais les certifications qui sont assez généralement reconnues sur le marché sont les certifications que proposent les cloud providers, les fournisseurs de solutions cloud comme AWS, comme Azure, comme Google. Donc, ce sont ces certifications-là qui sont un peu plus reconnues sur le marché, puisque même pour passer la certification, c'est assez strict. C'est assez strict et il faut bien maîtriser le sujet en question. Donc, j'ai commencé avec AWS. J'avais passé le AWS Cloud Practitioner, mais le jour où je devais passer la certification, bon, la nuit, là, ça s'est mal passé. C'est-à-dire, il y avait eu... En fait, quand tu passes la certification, tu ne dois pas avoir de bruit. Oui. Donc, or, il y avait un de mes colocs qui avait laissé son alarme activée. Donc, ça a sonné automatiquement. Ils ont annulé la certification. J'ai pris un gros coup du cette nuit-là. Mais je me suis dit, ah, pour si ça ne marche pas, je vais aller chez Azure. Et c'est là, chez Azure, j'avais commencé avec Data Fondamentale. Donc, j'avais commencé avec DP900, certification DP900 de Microsoft Azure. Et après ça, j'ai passé la PR300 de Power BI Data Analyst. Et j'ai passé ensuite la Data Fabric, Microsoft Fabric de Azure également. Donc, Donc c'est en fait, un tu montes peu, crescendo, c'est-à-dire ouais, justement. tu as d'abord voulu démarrer par Amazon, j'imagine, parce que tu t'es dit c'est le cloud provider qui est le plus célèbre, le plus Oui, connu dans la data. Et puis, enfin, il t'est arrivé cette expérience-là où tu t'es dit rien n'arrive par hasard, bah du coup je me lance sur Azure. Et justement. finalement, tu as trouvé ton compte avec Azure et Oui, tu y es justement. resté. D'accord. Et donc, en fait, j'ai deux questions à ce moment-là. C'est déjà, Oui, parce que tu as dit que tu te formais grâce aux formations gratuites, donc sur oui, LinkedIn, mais également du cloud provider, donc j'imagine de Microsoft. Est-ce que tu oui, as justement. le souvenir encore d'une formation, par exemple, pour aider les personnes qui veulent se former, ou d'une personne en particulier voilà, qui te donne ces formations-là? Et aussi, est-ce que... Bon, déjà, je te laisse répondre à la première question et après, je vais enchaîner sur la deuxième. D'accord. Bon, pas, si je prends l'exemple de Power BI de Microsoft Fabric, de Power BI, la PL300 de Microsoft. Euh, Dans un premier temps, j'avais aussi à suivre un cours sur Coursera qui était vraiment très intéressant. C'est un cours qui préparait à la certification. Donc, Mhm. c'est un cours avec plusieurs modules et j'ai beaucoup aimé ce cours-là puisque si je prends la plateforme de Microsoft Learn, les cours sont, disons, sont des écrits. Donc, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais quand même, ce Coursera, le cours qui prépare la certification, il y avait beaucoup de vidéos qui détaillaient vraiment, qui expliquaient de fond en comble ce que c'est que pas bien, ce qu'il faut connaître avant de passer la certification. Donc, c'est un cours que je conseille généralement à ceux qui s'approchent de moi pour me demander comment tu as fait pour pouvoir obtenir la certification. Donc, c'est un cours assez intéressant. C'est pas gratuit, donc j'étais obligé de faire la demande d'aide financière sur Coursera. Il y a une option d'aide financière. Donc, j'avais fait la demande d'aide financière. Donc, je l'ai eu gratuitement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller checker le cours. C'est un cours vraiment assez complet. D'accord.
Ah ben, en tout cas, j'ai découvert qu'on pouvait faire une demande d'aide financière. Après, j'imagine qu'il faut remplir certains critères pour pouvoir obtenir cette aide-là chez Hmm. Coursera. Ah non, pas vraiment de critères, de critères. Une fois que tu as un compte Coursera, genre, tu as un compte, tu connectes avec ton email, tu as un compte sur Coursera, tu peux faire la demande. Après, juste, tu écris juste un petit test pour expliquer la raison pour laquelle tu fais la demande. Comme quoi, tu n'as pas l'argent, tu es étudiant et tout ça. Et après 2 semaines, tu obtiens les cours gratuitement. Donc, comme quoi, les étudiants aujourd'hui, ou même les personnes qui se reconvertissent, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous former. Parce qu'en Justement. plus, il y a des formations qui sont payantes pour certains que vous pouvez obtenir gratuitement. 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 Voilà. Et donc, si je reviens sur les questions que je vais te poser, une fois que tu te formes, une fois que tu passes les certifications, c'est quoi la suite? Est-ce que tu commences avec la fondamentale et après tu prends Power BI et ensuite tu prends la fabrique? Pourquoi? Enfin, c'était quoi l'objectif? C'était juste accumuler le maximum de certifications ou il y avait un objectif derrière? Non, pas du tout. Bon, la certification, après, juste, c'est pas le but. Bon, Mhm. c'est plus la connaissance que j'apprends durant ce parcours-là. J'ai eu j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu aussi à faire des projets en parallèle. Et c'est juste pour avoir la compétence. L'objectif, c'était de me lancer en freelance et je me disais que pour devenir freelance, il faudrait que je sois compétent. Donc, c'est pour cela que je sois compétent et que j'ai des preuves des choses qui prouvent que j'ai ces compétences-là. Donc, c'est pour cela que je me suis lancé dans les certifications et j'ai la compétence, j'ai ce qui prouve que j'ai les compétences et je peux maintenant aller toquer à la porte des clients pour dire que j'entends, tant, et voilà quoi. C'est un peu ça Ouais. le Et but. ce qui est intéressant, c'est que quand tu te formes, en parallèle, tu vas partager sur LinkedIn pour justement essayer de partager avec Oui, ta justement. communauté, avec le Justement. monde, tout ce que tu as appris. Certaines personnes Oui, peuvent te trouver, enfin peuvent se dire un junior qui partage, qu'est-ce qu'il aura à partager que les autres ne connaissent pas. Mais toi, en fait, tu savais qu'il y aurait une valeur ajoutée à tes publications. Et d'ailleurs, oui. il y en a des preuves parce que tu as assez de personnes qui commentent, qui likent et qui partagent ces Oui, justement. publications-là. Donc ça signifie que tu as Oui, trouvé des personnes qui avaient besoin justement de ces informations-là et qui ne justement. l'avaient pas Mhm. jusqu'à là. Oui, justement. Au début, c'était pas le D'accord. cas. Au début, c'était pas vraiment le cas au début. Puisque sur LinkedIn, il faut avoir une stratégie pour pouvoir essayer, pour être visible, pour avoir de l'interaction sur tes posts. Au début, c'était pas le cas. Mais au fur et à mesure que tu évolues, tu persistes, tu vois, ça vient tout seul. Maintenant, je fais un post. Avant, je faisais un post, je faisais des posts à 10 likes, à 400 impressions, mais actuellement, je fais des posts à plus de 200 likes, à plus de 10 000 impressions. Donc, je pense que c'est avec le temps, au fur et à mesure que tu évolues, une fois que tu as ta stratégie, bon, ça vient tout seul. Et je pense que la question qu'on se pose tous, c'est quoi ta stratégie? D'accord. Bon, sur LinkedIn, en fait, sur LinkedIn, moi, je me dis que actuellement, même si je perds tous mes abonnés ou bien je n'ai plus d'abonnés, je n'ai plus de relations, il me suffirait de juste 6 à 8 mois pour pouvoir gagner tout ce que j'ai actuellement, en fait. Parce que sur LinkedIn, ce que moi j'avais, avant de commencer, j'ai eu à suivre des vidéos sur YouTube et autres pour voir comment ça marchait un peu. Et ce que les gens disaient, c'est que dans un premier temps, par exemple, si tu crées ton compte LinkedIn, tu as 0 abonné, tu n'as pas de relation. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, il faut optimiser ton profil, avoir une photo de profil propre, avoir la bannière, remplir tous les compartiments et autres. Maintenant, après ça, il faut essayer d'envoyer des demandes de connexion aux gens qui font la même chose que toi, aux gens qui sont dans le même domaine que toi. Par exemple, si tu es dans la data, tu vas des demandes de connexion aux gens qui sont dans la data, jusqu'à atteindre les 800, 800 abonnés. Donc, durant ce processus-là, tu n'hésites pas. Tu commentes les posts des gens, tu likes, tu laisses des commentaires. Et une fois que tu atteins les 600, 800 abonnés, c'est maintenant que tu commences à publier. Tu commences à publier des propres posts et comme je l'avais dit, quand tu commences à publier, c'est vrai que tu auras des délais et tout ça. Mais au fur et à mesure que tu es persistant, tu vas voir que ça va venir comme ça. D'accord. Et après, on peut se demander comment trouver le temps de publier et la manière de publier. Est-ce que tu utilises par exemple des générateurs de publication? Enfin, est-ce que tu utilises ChatGPT par exemple ou d'autres outils pour publier? Et est-ce que tu publies, enfin, est-ce que tu programmes tes publications à l'avance pour ne pas justement devoir te retrouver chaque matin à 8 heures à publier quand tu es dans les transports ou des choses comme ça? Oui, oui, oui. Excusez. Quand j'étais un peu plus actif quand même,
Je faisais 3 publications par semaine, donc je préparais les publications le week-end que je programmais sur la semaine. Et pour la publication, bon, généralement, j'ai utilisé le format carrousel parce que apparemment, c'est ce qui marche. Si tu as les carousels, plus les gens seront retenus sur ton post, plus ça va beaucoup engager. Donc, j'avais opté pour les carousels. Et il faut aussi de choisir une identité visuelle. Donc, il faut avoir faut faire un truc qui te démarque aussi des autres. Et pour les posts, oui, j'utilise ChatGPT pour les posts des fois. Et aussi, bon, généralement, ce que je fais, c'est que une fois que je suis un peu actif sur LinkedIn, je me connecte là-bas sur LinkedIn au moins minimum 30 minutes par jour. Donc, dans mon feed, quand je défile, je vois les posts des gens qui sont dans la data. Donc, ce sont ces mêmes posts-là que j'essaie de modifier et de publier. Je ne fais pas, c'est pas la magie, tu ne vas pas aller décrocher les posts quelque part. Je D'accord. vois juste les posts qui marchent des autres et j'essaie de m'accommoder à ces posts-là, de modifier un peu, de republier. Donc, c'était comme ça. Et au fur et à mesure que tu fais ça toi-même, tu verras que tu auras d'autres idées de posts qui vont découler de ça. Donc, c'est un peu ce que je faisais. Ouais. Et moi, j'avoue aussi que j'aime bien tes posts parce que ils ont trait à la data. C'est des choses que les juniors ne connaissent pas forcément, que d'autres personnes, que moi par exemple, je connais. Mais c'est bien souvent de se le rappeler parce que des fois, on oublie ces détails-là. Ouais. Par exemple, la différence entre un data lake, un data warehouse, un data mart, des choses comme Ouais. ça. C'est souvent intéressant justement d'avoir ces rappels-là. Donc effectivement, je pense que les gens, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte. Vous verrez, il a une belle communauté derrière lui et il publie de belles choses aussi. Et après, ma Merci. question aussi, c'est comment tu fais par rapport, enfin, est-ce que tu as déjà eu des haters sur tes publications, des personnes qui vont du coup commenter négativement pour aucune raison ou peut-être parce que voilà, ils ont un avis partagé sur le sujet. Des haters. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a c'est souvent tu fais certains posts, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que tu as publié. J'avais fait un post récemment où je comparais Power BI et Microsoft Fabric. Donc, les gens n'étaient pas d'accord du fait que, vu que Power BI service ça fait partie de Microsoft, que tu ne devais pas Ouais. mettre, je devais faire la comparaison entre les deux. Mais moi, dans ma tête, c'était plus pour pouvoir engager. Et c'est vrai que si je mettais ça, beaucoup de personnes allaient s'intéresser au post. Donc, c'était ça. J'ai eu des commentaires qui étaient un peu, je trouve, un peu déplacés et autres. Donc, voilà. Et aussi, j'avais fait un Mais tu post es un jour. préparé En fait, mentalement, tu es préparé mentalement à ça, c'est ça? oui, oui, oui. Des fois, je ne réponds pas. Des fois, D'accord. je laisse. Des fois, d'autres. Et aussi, bon, des fois, si je supprime le commentaire. Puisque j'avais fait un post en temps. J'avais fait une mission pour un client sur LinkedIn. Et à la fin de la mission, bon, j'avais demandé au client si est-ce que je pouvais partager le travail que j'ai fait pour lui sur LinkedIn, sans montrer le côté data, genre sans montrer la data set au fait. Donc, le client a dit, il n'y a pas de souci. C'était plus pour pouvoir attirer plus d'autres clients. Donc, je lui ai expliqué. Il avait dit pas, il avait dit pas de souci. Je fais mon post sur LinkedIn tranquille. Il y a quelqu'un qui vient commenter. C'est pour un client, tu partages ça sur LinkedIn, comment, genre. Il était vraiment énervé, au fait. J'en ai dit, c'est quoi, pourquoi il me fait des questions? J'ai pas compris vraiment sa réaction. Mon propos, si je vais écrire des trucs là-dessus, c'est pas, et automatiquement, j'ai supprimé le commentaire. Je voulais même le D'accord. bloquer parce que je ne le connaissais pas. Si je voulais répondre, j'allais mal répondre au fait. Donc, j'ai supprimé juste le commentaire. Ok. Et est-ce que Donc, c'est un peu, enfin, tu t'es préparé déjà à ça? Parce que des fois, quand on commence à publier, on n'est pas préparé à ce genre de mauvais commentaires et ça peut nous affecter. Est-ce que toi, tu t'es vraiment préparé quand tu as démarré non, non. Non, Non, pas d'accord. du tout. Ça, c'est Pas du tout. ça, Mais c'est je fait. savais même pas il pouvait y avoir des gens qui pouvaient laisser des trucs sous des posts comme ça, je ne savais pas. Je D'accord. savais pas, Donc, en c'est tout sûr. cas, pour les gens qui vont aller sur LinkedIn, ça n'arrive pas tout le temps. Moi, j'ai reçu des commentaires désobligeants au bout, peut-être au bout d'un an de publication sur LinkedIn. Donc, c'est des choses qui Ouais. arrivent rarement. Mais Oui, voilà, il faut oui, se vraiment. préparer aussi à ce genre de choses. Et si on revenait un Effectivement. peu sur le thème du jour, qui est comment se démarquer quand on est un junior. Donc, je vais du coup aller sur le fait que tu es devenu freelance grâce aux formations Oui. que tu as fait, grâce aux certifications que tu as obtenues. Comment tu fais pour obtenir des missions en tant que freelance, sachant que tu n'as pas encore un diplôme d'ingénieur? Ah, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. En fait, quand je me suis lancé, parce que tout serait rose, vu que j'avais un peu de la communauté, j'avais une communauté sur LinkedIn, je me disais que bon, ça va, les missions vont découler, mais la réalité, c'est autre chose. Euh, mais quand même, le premier client que j'ai eu à trouver, c'était sur LinkedIn. C'était, comme je disais récemment, c'était sur LinkedIn. Et aussi, même actuellement,
excusez, actuellement, je suis en train de signer un contrat avec un client. Bon, c'est une plateforme qui propose des cours en France. Bon, je préfère tel le nom vu que j'ai pas encore signé le contrat. Et donc, c'est en France également. Donc, c'est le CEO qui m'a écrit directement sur LinkedIn. Il dit, il faut m'aider aussi, il aime ce que je fais. Donc, il m'a proposé de faire de faire des webinaires, un partenariat en quelque sorte avec la plateforme en question. Donc, ce sont des trucs que j'ai eu à obtenir grâce en LinkedIn. Donc, je peux D'accord. dire que, donc voilà un peu. Mais du coup, ça montre à quel point c'est pertinent de publier sur LinkedIn parce que tu n'es pas le seul, enfin, je n'ai pas le premier qui me fait ce retour-là, comme quoi quand on a de la visibilité sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, ça apporte beaucoup d'avantages, comme par exemple les clients, les missions. Donc voilà, donc c'est super important et je le dis tous les jours, c'est important de créer un compte LinkedIn en 2024, en 2025. Enfin, quand on veut démarrer dans la data, surtout ou dans l'informatique en général, il faut se lancer sur LinkedIn. Ce n'est pas Instagram ou Facebook, ça a une vraie valeur ajoutée pour les missions, pour les projets. Ouais. Et donc du coup, quand tu trouves la mission, quand tu passes les entretiens, comment tu fais pour passer les entretiens? C'est-à-dire, est-ce que tu te prépares en avance? Est-ce que tu mets en avant quelque chose dans ton portfolio? Est-ce que tu peux donner des tips pour réussir son entretien quand on est un junior et qu'on veut vraiment réussir, être pris pour cette mission-là? Bon, en tout cas, pour le moment, les missions que j'ai eu à prendre, j'ai pas eu à passer d'entretien. Le D'accord. client voit juste mon profil et me propose le projet, me demande ce que c'est faisable, est-ce que je peux le faire. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Et je me lance dessus, je donne un délai et après je le livre. J'ai pas encore à passer d'entretien dans ce sens. C'est vrai que j'ai eu à passer des entretiens pour mes stages et tout ça à l'école, mais pour côté freelance, j'ai pas encore eu à passer d'entretien avec un client. Ça, c'est intéressant. Et après, la négociation du salaire ou du TJM, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu es aguerri? Est-ce que tu t'es aussi formé là-dessus? Est-ce que tu t'es renseigné? Ou tu acceptes ce qu'on te donne? Non, c'est pas vraiment. Je cherche par exemple, pour ma première mission, j'étais parti chercher sur Google. Puisque le client, comme il était en France, donc je voulais le facturer en En euros. euros? Donc, Oui. j'étais parti sur Google, j'ai tapé, mission freelance, TGM, moins d'un senior. J'avais vu des prix, donc c'est en fonction de ça, je l'ai proposé. Donc, il a voulu diminuer, mais je me suis dit, non, non, c'est le prix ça, en fait. Et on a discuté après, il a accepté, il a payé. Est-ce que, vu que la mission est terminée, pour les personnes qui nous écoutent, tu peux donner un ordre d'idée du premier TJM que tu as obtenu pour cette mission-là? C'était à 300. Ah bah ça c'est super, vraiment. Waouh. Oui, D'accord. Et c'était une mission courte, une 300. mission longue? Non, c'était une mission courte. C'était juste une D'accord. mission courte. C'était juste une application sur, bon, disons, 3 jours, 4 jours. Ok, très intéressant. Donc tu vois, en même pas en 3 jours, tu as obtenu pratiquement 1000 euros, quoi. Donc ça, Justement. voilà, ce n'est pas Justement. négligeable. Surtout que Et en tu es plus, au Maroc et c'est des dirhams. justement, c'est beaucoup d'argent. Et en plus, j'ai pas eu à faire les 3, 4 jours sur la mission. Ça m'a pris vraiment un seul jour. Mais quand même, Oui. comme au départ, la clause était sur 3, 4 jours. Donc, voilà. Par contre, il faut que les gens le comprennent aussi. Quand on s'engage à réaliser une mission, il en va de notre réputation de bien la réaliser dans le délai imparti.